qui brusquement devenait une énorme tache de vase. Disons que j'étais très gêné. Je suis ressorti de mon bain, mon bassin. Je me suis mis sur le bord, bien astiqué, bien sec. J'ai attendu très peu de temps. Et le patron m'a fait signe que le premier était là. C'était un type d'une quarantaine d'années, assez bien bâti, qui en me voyant n'a pas eu un recul, mais a semblé étonné que ce soit moi qui puisse lui apprendre à nager. Et c'est très vite, mais très très vite, en l'espace de quelques minutes, en échangeant avec lui les premières paroles un peu banales. Vous savez pas nager, vous avez peur de l'eau, vous n'allez pas avoir peur, je suis là. Très vite, je me suis rendu compte que je possédais, oh, peut-être pas un don, mais que ma parole, qui avait été si lente à me pénétrer, ou du moins moi à l'utiliser, que ma parole, pour être très brève, je ne faisais pas de grand discours, était très efficace, mettait au-delà de la confiance le type qui s'était adressé à moi. Si en descendant la petite échelle qui menait sur le petit ponton du grand bassin, d'un côté le grand bassin, de l'autre côté le petit bassin pour les gosses, si en descendant la petite échelle, il m'avait peut-être un peu jaugé de loin et très rapidement, 1 ou 2 minutes après, nous nous étions rencontrés, serré la main, et qu'il me demandait déjà combien de leçons il faudrait pour apprendre à nager. Il n'était pas exigeant, il ne voulait seulement pouvoir faire une dizaine de mètres ou une quinzaine de mètres, il n'en demandait pas davantage. Alors que je n'avais absolument pas pensé à ce premier contact, tout axé que j'étais sur l'efficacité de mon corps, la sécurité que je sentais en lui, qui s'imposait en moi, qui s'était littéralement diffusée en supposant dans mes veines, dans mes artères, dans mes vaisseaux. De la tête aux pieds, je n'étais qu'un bloc de confiance en moi. Mais j'avais complètement oublié qu'il fallait utiliser la parole, qu'il faudrait descendre le type dans l'eau, le tenir légèrement en surface, avec un bâton qui était une sorte de canne à pêche, lui faire comprendre qu'il fallait relever la tête, donc lui parler et coordonner, ce que jusqu'ici je n'avais jamais eu à mettre à l'épreuve. Et pourtant, j'ai compris que tout comme quand on tient un marteau et qu'on tape sur un bédane ou un burin ou une broche à ciment dans l'autre main, il y a à coordonner ses mouvements, à ne pas rester figé, et cela, je l'avais découvert dans ma dernière année, quand j'utilisais tous les mouvements du travail comme un exercice préparatoire ou un exercice de perfectionnement à la fin, comme encore maintenant quand tous les soirs je me retrouvais à l'usine. Alors j'ai passé la ceinture autour du ventre du type, la ramenant légèrement au-dessus du nombril. Et je lui ai dit, je vais vous suspendre avec cette grue, et puis tout doucement je vais vous faire descendre, vous allez trouver le contact de l'eau. Et des paroles me sont venues que je n'avais jamais prononcées et jamais entendu prononcer. Il me semble que je devenais très aristocrate dans ma leçon. Il me regardait avec de grands yeux très confiants, ne me tutoyant pas, me disant oui monsieur. Et lentement, j'ai relâché mon moulinet. Je lui ai fait toucher l'eau, mais sans le faire entrer directement et sans un arrêt. À peine son pied, comme un crapaud qu'il était, tout biscornu là-dessus, touchait la flotte. Je lui ai dit, laissez-les tomber dedans. Elle est bonne. Je viens de l'essayer. Et je lui ai maintenant respiré très calmement, très lentement. C'est ça. Respirer par la bouche, pas par le nez.
Vous ne pourrez pas nager si vous vous servez de votre nez. Les trous sont pas assez gros. Et à mesure que je lui apprenais à respirer au-dessus de l'eau, je me rendais compte que moi j'avais appris sans m'en rendre compte. Je l'ai maintenu là, avec les cuisses qui pendaient dans l'eau, en lui demandant s'il n'était pas trop serré. Et comme il était, disons, bien balancé, je n'avais pas trouvé nécessaire de lui faire quelques mouvements au départ. Je me suis mis en équilibre sur le bord du petit ponton, moi aussi le mimant comme un crapaud, les coudes légèrement écartés, un peu en avant, les mains jointes, comme pour une prière. Et je lui ai dit, ne vous occupez pas de vos pieds, pour le moment vous me regardez. La tête en arrière, le menton si possible un peu en avant. La bouche avec la lèvre inférieure qui doit empêcher l'eau de rentrer. Quand vous aurez la tête dans l'eau, seule la nuque doit sentir l'eau. Plus tard, peut-être, on fera autre chose, mais pour le moment, surtout ne pas boire d'eau. C'est mauvais et on a peur. Alors je vais faire 10 fois le même mouvement. Il me regardait bien. J'avais parfaitement serré ma grue et les bras sous le menton, la tête légèrement relevée. Je lui ai dit, maintenant je commence. 1, en avant, lentement, les bras se tendent comme une flèche pour couper l'eau. 2, vous retournez vos mains en les laissant en avant, toujours en flèche. 3, vous tirez légèrement sur le côté très lentement, en relevant encore un peu la tête et en commençant à aspirer très lentement. Les bras vont assez loin derrière, se replient sous le corps, reviennent se mettre en position de prière sous la poitrine entre les deux seins, arrivent et touchent le menton. Ça, c'est le mouvement. C'est le mouvement des bras. Alors, je vais le faire plusieurs fois. Et j'ai attaqué. Ma démonstration. 1, légèrement, la tête se relève, les bras plongent en avant, c'est la flèche, je leur fais un petit mouvement d'arrêt. Je les ouvre, je fais toucher sur le dos mes mains, je commence à tirer mes bras sur l'arrière, et là, j'aspire très fortement avec ma bouche et non pas avec mon nez. Pendant ce temps-là, mes bras continuent un mouvement très lent, je pousse l'eau le plus loin possible derrière moi, et quand mes bras reviennent sous ma poitrine et que mes mains touchent mon menton, je ressouffle l'eau, j'expire, je ressouffle l'eau, je ressouffle l'air très violemment. Et je recommence mon mouvement sans arrêt. Encore une fois, en avant, mes bras en flèche, je retourne mes mains dos à dos, et je commence à aspirer de l'air tout en tirant mes bras sur le côté, qui reviennent en avant, ma tête se penche lentement, et je repousse à nouveau l'air en dehors de mes poumons et de ma bouche. Une fois le mouvement des bras apparemment au point, on a attaqué le mouvement des jambes. Il est très simple. Nous ne nous occupons plus des mains, des bras et de la respiration même pour le moment. On va ensuite essayer de coordonner tout ça. Je ramène mes 2 jambes vers mes fesses. Je mets mes pieds, en les touchant par le talon, légèrement ouverts, en dessous. Les jambes ne doivent pas être devant, les jambes doivent être écartées le plus possible. Et je pousse sur le côté en tenant mes jambes extrêmement ouvertes, mes pieds aussi qui, eux, doivent pousser l'eau. Je les ramène lentement, ils se touchent. Quand ils se touchent, je replie mes jambes, je commence à légèrement écarter mes genoux, mes jambes se ramènent en dessous de moi, mes talons arrivent, touchent presque mes fesses, et à nouveau, je recommence dans mon mouvement, je pousse l'eau en écartant mes jambes. Bon, compris. On va essayer de synchroniser. Vous regardez toujours. Vous ne faites absolument aucun mouvement. Le type avait l'air fasciné par moi. J'ai fait les 2 mouvements ensemble. Donc quand j'ai les bras en dessous de la poitrine, c'est que j'ai les jambes, elles, qui sont pliées. Quand je jette mes bras en avant, je jette en même temps mes jambes sur le côté et mes pieds très ouverts. Quand je retourne mes mains et que dos à dos elles se touchent et que donc je vais commencer très bientôt à pousser l'eau avec mes bras, c'est le moment que je choisis pour ramener mes jambes en avant et faire se toucher les pieds.
Et quand je tire l'eau avec mes bras sur le côté, je sors ma tête de l'eau et j'aspire avec ma bouche. Et quand mes bras reviennent sous la poitrine, je fais exactement pareil avec mes jambes, je les ramène sous moi, genoux très écartés, et je me retrouve dans la position du crapaud. On commence. On a fait les mouvements, sans que lui, en dehors de ses jambes, touche encore bien l'eau, que son corps soit complètement immergé. Il a répété 1 fois, 2 fois, 10 fois. Très bien, on arrête, on reprend sa respiration. N'oubliez pas de bien maintenir votre menton en dehors de l'eau et de ne respirer par la bouche, c'est-à-dire d'aspirer, que quand vos bras tirent l'eau, poussent l'eau, quand vos pieds sont pratiquement collés l'un à l'autre. Ça avait l'air d'aller. Il a fait plusieurs fois ce mouvement, en veillant bien à ce que la tête soit en dehors de l'eau. Et lentement, j'ai descendu ma petite grue. Il a touché l'eau avec son ventre. Il est rentré lentement dans l'eau. Je lui ai maintenu, trouvé à peu près la bonne hauteur. Il avait l'air un peu désarticulé dans l'eau, avait l'air de sembler, en tous les cas, tomber soit sur le côté droit, soit sur le côté gauche. Je lui ai dit, bon alors maintenant, vous cherchez votre équilibre, et vous faites dans l'eau, momentanément, vous n'êtes pas tout à fait dans l'eau, mais vous faites exactement le même mouvement. Donc en ce moment, je ne vois pas vos jambes, mais elles sont pliées sous vos fesses, les genoux très écartés, vous mettez vos bras le long de la poitrine, avec les mains exactement comme vous le faites, en prière. Et attention, à partir de maintenant, vous jetez les mains en avant. Mais en même temps, vous devez jeter les pieds sur le côté. Parfait, nous recommençons. Et ça a été ma première leçon. Ma première leçon terminée, le type est sorti de l'eau, m'a serré la main, est sorti et s'est habillé. C'était plus une leçon pour moi-même que pour lui. Et si l'eau que je découvrais de l'autre côté de la vitre, jusqu'ici je ne l'avais connue qu'en la suivant, qu'en marchant au bord sur les berges, qu'en l'enjambant avec des ponts, ou en jetant des caillasses dedans quand j'étais gosse. Si cette eau-là je la connaissais, il y en avait une autre que je ne connaissais pas. Non pas d'être dedans, de donner aussi des leçons, ce qui était différent, mais de vivre d'elle, d'être par elle quelque chose. Parce que j'étais maître nageur, mais je n'étais maître nageur que par l'eau. Et à chaque leçon que j'allais être amené à donner aux hommes ou aux femmes, c'était une leçon pour moi. Et quand je leur disais de parfaitement bien coordonner leurs mouvements, c'était aussi coordonner les miens et de faire, en même temps que mes bras, que mes jambes, de faire fonctionner ce qui tout banalement devrait être un réflexe, mais qui pour moi, parce que je le possédais vraiment et sans prétention à la perfection, était tout autre chose qu'un simple mouvement mécanique. Je me suis rendu compte que, en attendant les jours suivants, les premiers nageurs ou le second client, ou le même qui venait pour sa deuxième ou troisième leçon, je me suis rendu compte que j'étais en train, non pas de faire des pas dans l'eau, mais tout en leur donnant confiance, ce qui n'était pas mince pour moi. Car pour la première fois, un adulte me regardait et pour la première fois, quelqu'un attendait quelque chose d'un autre. Et cet autre-là, c'était moi. Convaincu que ce n'était pas par hasard moi, que c'était vraiment à moi qu'il fallait s'adresser. Et pas du tout pour pouvoir couler ou vouloir couler l'autre maître nageur qui était là, qui était le vieux et qui s'occupait des gosses. Assez rapidement, je me suis rendu compte que j'avais davantage d'élèves, alors que je n'en faisais pas plus que lui. Mais peut-être y mettais-je énormément de conviction, peut-être aussi parce que la conviction n'était pas seulement pour eux, mais pour moi. Que je me persuadais, que j'étais pénétré du besoin de transmettre. En fait,
c'est plutôt maintenant que je penserais cela, mais je crois que ça a été mon premier désir, un peu utopique, mais désir en tous les cas très profond, que je n'analysais pas du tout, de communiquer avec un homme. Car si j'avais communiqué avec le marin, ou bien on peut en parler avec Blanche, à peine avec Casquette, mais suffisamment tout de même avec le jeu des pédales, et quelquefois aussi avec le père, car avec lui ce n'était pas exclu, il arrivait assez souvent que, rien qu'en nous regardant ou en échangeant quelques paroles, dans les bons moments très bien huilés, il se passe quelque chose. En fait, c'était un peu chacun pour soi. Je veux dire par là que le marin s'adressant à moi ne me demandait pas. Il n'a surtout rien demandé puisqu'il a, je pense, réussi à crever tout seul. Alors que si j'avais pu lui être de quelque utilité, il aurait dû non pas me prévenir, mais me dire le soir où il est arrivé, j'ai passé une sale journée, où je suis depuis plusieurs jours vraiment pas bien, alors qu'il ne m'a rien dit. Il s'est couché en disant je suis mal foutu, et Blanche c'est pareil. Blanche a disparu, elle aurait dû me dire quelque chose. Donc, enfin je concluais à l'époque très mal, maintenant guère mieux, en tout cas qu'il ne s'était passé quelque chose que de eux à moi, en passant presque exclusivement que par moi. C'est-à-dire que je donnais, mais ce que je recevais en échange, c'était encore un peu de moi. Je recevais peu d'eux. Et que eux, quand ils voulaient me donner, ils me donnaient peu, car je restais dans ma peau. On reste toujours dans sa peau, mais quelquefois on sent la peau des autres. Or là, j'ai senti la peau. Et j'ai retrouvé Jean Bellard. Jean Bellard revenait, se baignait, et était en admiration devant mon corps. Ce que je n'appréciais pas tellement. Il me disait que j'avais eu du courage, que j'avais vraiment fait ce que lui ne pouvait encore pas mettre en route, qu'il était resté la planche à pain et que moi c'était une planche à pain avec plein de bosses. Et il avait un malin plaisir pour lui, à me demander que je fasse bouger mes pectoraux sans faire bouger mes bras, uniquement en les contractant et sans secouer la poitrine. Jusqu'à ce qu'un jour il me dise « Je voudrais que tu n'en fasses bouger qu'un. » Je lui ai dit « C'est pas possible. Je peux pas faire bouger le pectoral de droite avec celui de gauche. Ce sont les deux ensemble. » Alors il me disait « Mets-toi sur le dos, en équilibre sur les fesses et quand tu fais ton petit mouvement de jambe là, ce que tu appelles le ciseau, descends ton slip et je voudrais regarder. » Alors je lui dis « Quoi, t'es dégueulasse, tu veux regarder quoi ?» Il me dit « Non, je voudrais regarder les abdominaux. » Bon, il n'y a rien à faire, c'est devenu dur, mais il n'y a pas de forme, il n'y a rien. Alors que toi, ça, on dirait des petites saucisses les unes à côté des autres. J'étais pas fier de mon corps, mais assez touché par les découvertes que moi je faisais sur lui et aussi celles que je ne manquais pas de voir que mon corps pouvait procurer, provoquer comme surprise. Sur mes élèves, puisque j'avais des élèves maintenant, ou bien sur Jean Bellard. Les élèves, quand c'était des hommes, aimaient beaucoup me tâter. Ils aimaient beaucoup aussi que je leur fasse une démonstration moi-même, c'est-à-dire que je plonge la tête la première, les bras bien coincés dans les épaules, je m'étais appris à parfaitement bien tomber dans l'eau, et à leur faire une démonstration de natation, puis sans me sécher, à leur donner cette démonstration. Alors sous le soleil, c'était le mois de juillet, et puis ensuite le mois d'août, et pour terminer le mois de septembre, on fermait le bateau, la péniche, au 1er octobre. Ils avaient l'air fascinés par mes muscles et par eux et par ma voix. J'étais l'exemple même de la sécurité la plus absolue. J'ai passé mon été. Ça ne m'intéressait pas quand tous les samedis ou tous les dimanches soirs, le patron me donnait quelques pièces. Et je lui ai fait comprendre que ça ne m'intéressait pas beaucoup. J'aimais pas ça.
Ce que je voulais, c'était devenir maître nageur. Un vrai maître nageur, pas avec un diplôme, mais un type qui fait vraiment son boulot, qui donne son boulot. Et en échange, la simple poignée de main quand tout est terminé. Le gars qu'on voit partir, comme j'en ai vu partir, avec des épaules qui étaient certainement plus relevées, plus droites qu'à la première leçon. Et qui ne se formulait pas si maintenant je tombe ou si je glisse, je serai sauvé. Qui ne rattachait l'eau qu'à mon image. Les femmes aussi. J'ai eu des femmes jeunes, des jeunes filles, des femmes un peu plus âgées, qui gueulaient parce que les femmes, elles gueulent. À peine elles touchent l'eau, ce sont des braillements. Mais uniquement avec mes yeux, sans leur dire « taisez-vous, n'ayez pas peur », avec mes yeux, je leur infusais la patience, la croyance en eux. Et par-dessus tout, moi j'étais comme un Bouddha. Je suis là, ma serviette autour du cou. Si par hasard vous coulez un peu, j'ai une petite manivelle entre les mains. Et si quand vous faites votre premier essai, qui était toujours pour moi un moment très important, si par hasard vous coulez légèrement, rien à craindre. Je peux sortir n'importe qui de l'eau. J'avais acquis cette confiance en moi, cette confiance absolue que je n'ai jamais pu retrouver. L'eau, c'était mon élément. J'allais en elle, comme tous les autres hommes autour de moi marchaient dans une rue. Je n'ai tiré la moindre vanité. Je crois que je peux dire que je ne suis pas un vaniteux. Aucun autre plaisir que celui d'apprendre et de voir que ce que j'ai dit, ce que j'ai démontré, ce que j'ai détaillé, le répétant et revenant continuellement alors qu'on butait, alors que très souvent le problème se trouvait tout simplement dans l'absence de synchronisation entre les bras et les jambes, que ma présence, que mes explications, le peu de paroles que j'utilisais, suffisaient à calmer le corps, ramener la paix après la peur. Car quand elles se mettaient à se débattre, surtout les femmes, c'était la tasse. Il fallait immédiatement redonner un petit coup de moulinet en l'air. Et avec le bambou, relever la tête. J'avais même trouvé des tas de combines. Le bambou, qui n'avait rien au bout, qui était un bout de bois qui se terminait comme ça, un peu adouci par un coup de papier de verre, les gênait quelquefois, parce que dans l'eau, le mouvement, que l'on croit ne pas faire très brutal, venait sans les blesser, mais heurter le menton, et je remarquais qu'un simple coup comme celui-là, qui dans la rue n'aurait fait sursauter personne, dans l'eau les paniquait. Alors au bout de mon bambou, j'avais entouré un bout de chiffon. Au départ un bout de chiffon, et puis comme ça devenait, enfin ça donnait l'impression d'être un peu sale, je le changeais tous les matins, enfin tous les jours à 2 heures. C'était un morceau de bande Velpo. J'avais comme ça découpé en morceaux de 2 mètres, plusieurs bandes Velpo, que j'avais achetées moi-même. Et qui, quand elle était mouillée, avait quelque chose très voisin du caoutchouc, mais qui n'était pas froid comme le caoutchouc. Alors je leur relevais légèrement la tête, et la confiance revenait. La première femme que j'ai menée à son terme, les leçons n'avaient pas duré au-delà d'une quinzaine. Je lui ai dit que le moment était arrivé. Or, elle avait une trouille carabinée. Déjà, à la 10e leçon, elle faisait tout. Elle synchronisait tout. Et elle ne se rendait pas compte, mais je descendais le moulinet beaucoup plus bas, et la ceinture qui devait la maintenir un peu en dehors de l'eau ne la maintenait plus du tout. Mais ça aussi, il fallait le trouver, c'est que en ayant une ceinture autour de soi, qu'elle ne tienne plus, qu'elle ne serve plus, c'était encore une sécurité, une preuve. Je pouvais faire quelque chose.
Et je sentais que la 10e, la 11e, la 12e leçon n'était que la répétition de la précédente, mais n'amenait absolument rien, ne développait pas plus la confiance en elle que l'autre. Et je fixais comme but et comme point limite la 15e leçon. Et le jour de la 15e leçon, j'ai dit à cette femme, qui était, je l'ai dit, la première, à qui j'apprenais à nager, je lui ai dit, bien aujourd'hui, nous allons tous les deux nous mettre dans le bassin et nous allons faire un tout petit tour de quelques mètres. C'est-à-dire, nous allons nous mettre dans un angle et partir d'un bord, couper l'angle et aller toucher l'autre bord. Vous n'avez rien à craindre, je suis à côté de vous. On commence. Alors ça a été non. Ça a été je veux bien à la rigueur, mais à la condition que ce soit dans le petit bassin. Et là j'ai été formel, j'ai dit non, pas de petit bassin. On ne va pas tout recommencer. Je vous ai appris à nager pour avoir en dessous de vous des mètres de vide. Alors, sans histoire, vous venez, faites comme moi. Et comme moi, elle s'est mise à faire. Je me suis assis sur le bord. Je me suis légèrement retourné en agrippant bien mes mains. J'ai laissé mon corps descendre dans l'eau, retenu par les coudes, ensuite par les mains. Je lui ai dit, je suis dans l'eau. Vous vous accroupissez. Elle tremblait. Vous vous laissez légèrement tomber sur le côté, très lentement. Voilà, un pied dans l'eau, un deuxième pied dans l'eau, lentement, très lentement. Non, non, non. Très lentement, votre corps doit descendre. Voilà. Restez sur les coudes une seconde. Vous trouvez la température de l'eau. Parfait. Laissez descendre le reste du corps. Tenez bien vos mains sur le bord. Maintenant, on respire. Nous ne sommes pas pressés. Vous voyez l'angle qui est là. Nous allons aller jusqu'au numéro qu'on voit, c'est-à-dire le 5. Vous restez dans l'angle, fermé. Moi, je reste à l'extérieur. Alors, vous vous rappelez de tout. C'est-à-dire, vous vous tournez, d'une main, vous vous maintenez dans la bonne direction, et puis, quand vous lâchez, vous ramenez vos jambes, comme vous savez le faire, les bras en dessous le menton, et vous vous élancez. Attention, nous commençons, partez. Mais elle ne partait pas. Alors j'ai recommencé, je suis revenu sur le bord, je dis, nous allons encore une autre fois. Nous avons essayé, et une, et deux, et trois, et quatre, et cinq. À la 6e, elle s'est lancée. Elle me regardait, elle riait, elle tremblait un peu, elle a fait ses mouvements. Ils étaient très, très beaux, très purs, comme si elle avait nagé depuis des années. Et côte à côte, à peine de temps en temps, lui touchant le bout des doigts, on a atteint l'autre petit bord. Elle est sortie de l'eau, je l'ai aidée à sortir de l'eau. Elle m'a regardé. Je ne voulais pas qu'elle me dise merci. Et pour ma première leçon terminée avec une femme, j'ai pas eu merci, j'ai eu une poignée de main. Extrêmement simple. Je crois que c'était une fille des, disons-le, des beaux quartiers de Boulogne. Quelqu'un qui devait venir, non pas de la rue des Abreuvoirs, mais de ce qu'on appelle maintenant des résidences, du côté de la rue des Abondances, pas très loin de la Seine. Normalement, elle n'aurait pas dû apprendre à nager dans la Seine. C'était plutôt dans les piscines avec des maîtres nageurs recouverts de pulls verts, très beaux, très légers, avec aux pieds des sandales en bois. Elle était venue ici, elle m'avait donc fait confiance. Au bout de la 2e ou 3e leçon, si ça accrochait, c'était fait. Un peu comme un fétu qui prend bien racine, comme une petite graine. J'étais à la fois sa terre, son oxygène, son eau. Et elle m'a demandé, je dois revenir? Non. Non, mais disons que vous vous reposez pendant quelques minutes et ensuite nous allons essayer d'en faire davantage, d'agrandir un peu le triangle. On a agrandi le triangle et à la fin de la soirée, après avoir eu plusieurs élèves entre les mains, elle attendait là-bas sur le bout en se faisant brunir. Et elle m'a dit, je suis prête. Elle s'est mise à l'eau et ensemble on a fait les premiers 50 mètres. Si je ne m'étale pas sur cette période du maître nageur,
qui s'est d'ailleurs terminé, disons pour moi, à ce moment-là, d'une certaine façon, disons, en apothéose. C'est parce que l'apothéose, c'était devenir un sauveteur marinier. J'ai eu droit aux démonstrations du mannequin qu'on jetait dans l'eau. Je m'étais essayé plusieurs fois. On jetait un mannequin dans le grand bassin. Et puis ensuite, une barque chargeait ce mannequin en bois qui était entouré de plomb, qui avait à peu près 60 ou 70 kilos, comme un adulte. On le chargeait dans une barque et on voyait la barque s'écarter de la berge. Et à un moment donné, le rameur de la barque hurlait et balançait par-dessus bord le mannequin. Il fallait donc repérer où le mannequin venait de tomber et plonger, aller le chercher. La barque quittait immédiatement l'endroit. Je m'étais préparé dans mon coin, comme d'autres d'ailleurs le faisaient, mais pas à la péniche. Or, ce n'était pas un concours, et de toute façon, pour moi, ça ne pouvait pas être un concours. Si but il y avait eu, c'était précisément de sortir le mannequin et de le ramener sur la berge. Je savais qu'il fallait lui maintenir à ce mannequin la tête hors de l'eau, comme à un homme, poser sur mon épaule, faire la planche, se servir surtout des jambes et un peu d'un bras, et de l'autre, maintenir la tête en dehors. Le jour est arrivé, c'était dans les tout derniers jours de septembre. Il leur fallait un sauveteur marinier. Le vieux le maître-nageur qui était là l'était aussi, mais peut-être plus tellement d'aplomb pour aller sortir des types qui risquaient de se noyer ailleurs, ou même dans le bassin. Et tout reposait, non pas sur mes épaules, mais disons que l'année suivante, s'il y avait une année suivante, eh bien ils avaient la sécurité pour eux. Ils l'avaient déjà, mais couvert par un maître-nageur qui devenait un sauveteur, ce qui n'était pas nécessaire. Parce que tout maître-nageur peut sortir quelqu'un d'un bassin qui fait 30 ou 40 mètres de long et au fond maximum 2,50 m à 3 mètres de profondeur. Quelqu'un qui va au large, disons, et qui sort un mannequin, c'est la sécurité complète. Le jour de l'épreuve, qui était pour moi une épreuve infiniment plus importante que pour tous les autres, je crois. Il fallait en même temps non pas plonger en étant en slip, mais il fallait plonger en étant habillé. J'avais traîné avec moi une vieille paire de bleus, comme toujours. On avait le droit de retirer les godasses, d'un coup de talon. On s'est trouvé à 5 ou 6 types, sur le bord de la berge. On nous a fait, disons, les dernières recommandations. C'est-à-dire qu'on ne devait pas se gêner, qu'on ne devait pas se battre pour aller sortir le type, il y avait de la place pour tout le monde. Seulement le premier qui sortirait le mannequin serait moins fatigué que le dernier, c'est tout. J'avais pas envie d'être le premier. Le dernier, ça me suffisait amplement. J'étais en bleu, les autres étaient avec des vieux costards. La barque s'est écartée de la berge avec le mannequin, que je connaissais très bien. Et elle a largué le mannequin à un moment donné après son cri. J'ai fait sauter mes pompes, et comme les autres, je suis rentré dans l'eau. Il ne s'agissait pas de plonger parce qu'on était tout à fait au bord. Je suis rentré dans l'eau et très vite j'ai perdu pied et je suis parti. J'avais déjà essayé de nager avec des fringues. On s'y fait. Ça colle un peu, ça empêche les mouvements, mais la synchronisation reste la même. J'avais repéré, disons à vue d'œil, là où était tombé le mannequin. Et à quelques mètres du point de chute, j'ai pris une grande aspiration et la tête sous l'eau, je suis parti. Je suis parti, mais c'était extrêmement profond, peut-être 5 mètres, peut-être davantage. J'ai touché le fond et, comme j'avais plein d'air dans les poumons, je me suis mis à ras de la vase, sans m'empêtrer dedans, avec les fringues qui devaient être de plus en plus emmerdantes, à toucher. J'ai rien trouvé. J'avais besoin de respirer, je suis reparti à la surface. J'ai respiré encore un grand coup, j'ai vu 2-3 têtes qui revenaient, je suis reparti encore une fois dans le fond. Puis lentement, le courant nous déportait. Ça a été la faiblesse des autres. Ils n'ont pas compris que, à chaque fois qu'on plongeait, on perdait 2-3 mètres. Mais que le mannequin, lui, ne les avait pas perdus, c'était pas possible, il coulait à pic. Je suis revenu un peu en arrière. J'ai replongé,
environ une dizaine de mètres plus haut que là où nous nous trouvions tous. Je me suis reposé quelques secondes. J'ai vu les 4 ou 5 têtes sortir, à peu près tout en même temps, mais assez loin de moi. Alors là, je me suis trouvé sûr de mon coup. J'ai remonté encore quelques mètres, et j'ai décidé, si je fais le fond, je le ferai en descendant. Je l'ai fait. Je suis descendu en remontant légèrement, et puis là, j'ai fait le fond, les bras grands ouverts. Une énorme brasse, en faisant des mouvements de main et des mouvements de pied pour me coller au fond. J'ai remué, non pas toute la vase de la Seine, mais toute la vase du coin. J'étais pratiquement à bout de souffle, quand je l'ai trouvé, lui, qui était très dur. Alors je l'ai chopé, j'ai essayé de donner un coup de talon, et je suis remonté tout doucement, en buvant. Je savais que si je buvais de trop, je me mettrais à tousser, je le lâcherais et je perdrais pied. Mais je me noierais pas. Alors j'ai avalé tout doucement, en donnant des grands coups de targette et des grands coups de main d'un côté, puis en le maintenant lui de l'autre, qui était assez lourd quand même. Malgré que dans l'eau, ça perde son poids. Moi, je perdais le mien aussi, donc ça revenait au même. J'ai atteint la surface. En arrivant en haut, je me suis légèrement reposé. J'ai bien collé sa tête à l'envers, le nez, ou soi-disant le nez qu'il avait, vers le ciel. Puis lentement, je suis revenu sur la berge. Je l'ai sorti parce qu'il fallait le sortir aussi. Et j'ai mimé la réanimation. Puis j'ai attendu. La barque est revenue. Ils ont rechargé le mannequin. Moi, je suis allé dans ma cabine. Je me suis séché. J'ai enfilé mes frusques. J'ai tordu ma paire de bleus toute mouillée. Le patron s'est approché de moi. Il m'a dit, bon, bah ça y est, tu l'as. Alors l'hiver, si tu veux, en piscine, on va essayer d'ouvrir quelque chose. Une fois par semaine. On va essayer de reprendre les leçons, ce qui fait que on va se faire connaître comme ça. J'ai dit d'accord. Mais en rentrant chez moi, pas fatigué pour de rond, j'ai bouffé ma pâtée et j'ai compris que, enfin disons comme les fois précédentes, chaque fois que j'avais ou bien posé mes mains sur une berge ou mes pieds sur un bout de bois, ou bien que la berge s'était retirée de moi, j'arrêtais. Alors j'ai arrêté. J'avais passé ma saison comme maître nageur. L'hiver, si je voulais, j'étais assuré d'un petit boulot, mais il aurait fallu pour ça que j'arrête mon équipe, que je décide de travailler le jour et d'avoir ma soirée pour moi le mercredi, par exemple. J'avais même, si je voulais, m'avait dit le patron, la possibilité de pouvoir trouver un emploi dans cette piscine, disons 2-3 fois par semaine. À partir du moment où j'étais non seulement maître nageur mais sauveteur, les portes m'étaient ouvertes. Je suis revenu chez moi. Et c'était fini. C'était fini, la natation, elle avait fait son chemin. Ça n'avait pas duré longtemps. La culture physique avait fait le sien aussi. Alors j'ai pendu mon slip dans l'armoire. Ça en a été fini. C'était fait de la natation. Mais j'ai pas du tout cessé ma culture physique. J'étais resté un type dans mon coin, à faire tous les matins, après l'usine. L'après-midi, l'hiver, en me réveillant, en me levant, à faire mes mouvements. À surveiller de temps en temps, pas tous les jours ni toutes les semaines, la grosseur de la poitrine, le tour des bras. Ça ne pouvait plus bouger, c'était arrivé à son maximum. Je me sentais prêt à tout instant à plonger dans la Seine, mais puisque je me sentais prêt à ça, j'avais plus besoin de me le prouver. Disons pour conclure que la preuve était faite. Mais comme j'étais dans cette période de, non pas d'hygiénisme, mais de travail du corps, il fallait que je remplace immédiatement, ou en tous les cas très rapidement, la natation par autre chose. Les leçons de nage par une autre activité. Et je la voulais aussi indépendante qu'avait été la nage, parce que j'étais mon chef. Et c'est en voyant encore une fois Bellard, enfin plusieurs fois Bellard, que je voyais assez souvent,
qui continuait, lui, ses petits mouvements, mais qui me semblaient assez paresseux, que peut-être j'avais rendu paresseux, que j'avais découragé. Alors que j'étais tout à fait prêt, non pas à lui donner des leçons, mais, quand il le voulait, à travailler avec lui les mouvements de culture physique. C'est de lui qu'est venue, une fois encore, l'idée, ou du moins, s'il ne l'a pas très nettement formulée, explicitée, il a légèrement ébauché quelque chose. Pour lui, d'après lui, avec le corps que j'avais, je devais pouvoir l'utiliser, non pas dans la souplesse, dans la fluidité, non pas utiliser en même temps sa puissance, de la façon dont j'avais fait, mais d'une toute autre manière. Et sans doute, je n'avais pas fini avec lui, c'est-à-dire avec mon corps. Puis on s'était quittés. Je pensais à ça. Non pas qu'est-ce que je pourrais faire, mais qu'est-ce que je vais faire.